Et tout de suite, des infos. Mardi 11 mars 2025, messieurs, dames, merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Présentation Moustapha Menassara. Au sommaire de cette édition, après la remise du rapport final des travaux des assises à la présidence du CNSP, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Abdraman Chani, appelle les Nigériens au pardon. Dans cette édition, les précisions. Les enseignants du primaire et du secondaire sont sensibilisés sur la protection des droits des personnes handicapées, notamment les élèves. Dans ce journal, nous viendrons en détail. Le syndicat national des agents de santé de terrain Sinazat envisage d'aller en grève de 48 heures à partir de demain mercredi. Les raisons dans ce journal. Niamey fait face à une pénurie de carburant ces derniers jours. Les usagers des engins se plaignent. La réaction dans cette édition. Messieurs, dames, nous débutons ce journal avec cette brève. La Nigérienne des eaux de Maradi appelle la population à stocker de l'eau dans le cadre d'un programme de distribution mis en place selon un communiqué de la société. Face à la forte demande liée à la montée des températures, la direction régionale précise que malgré ces 21 fourrages, la production quotidienne atteint un maximum de 24 mètres cubes alors que la demande s'élève à 40 mètres cubes. Ainsi, les habitants du quartier de Zaria dans la commune 2 et ceux vivant aux alentours du conseil régional sont invités à s'approvisionner à nous entre 1h et 5h du matin à partir de ce mardi 11 mars. Ce 10 mars 2025, la Commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales a présenté officiellement le rapport final des travaux de ces assises à la présidence. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Abdraman Chani, a salué l'aboutissement de ce processus entamé en 2023 et rendu possible grâce à la détermination du peuple nigérien. Une cérémonie qui a regroupé des hauts responsables civils et militaires, et dans son allocution, le président appelle donc la population du Niger au pardon. Nous l'écoutons. Gardons à l'esprit que ce n'est plus le moment de rancœur, de division, d'adversité stérile. Tout ce que nous devons faire doit s'inscrire dans la défense et la préservation des intérêts du Niger. Ce Niger que nous avons le devoir de défendre au prix de nos vies. Aucun pays ne s'est développé dans la division. Aucun pays ne s'est développé dans une lutte de clans. Aucun pays ne s'est développé en dehors de la cohésion et de l'esprit constructeur de l'ensemble de ses fils. C'est cet esprit auquel je vous invite à y adhérer, et au-delà de vous, j'invite l'ensemble du peuple nigérien à apprendre dorénavant à se pardonner et à oublier. C'est difficile, mais rien de facile ne mérite d'être glorifié. Rien de facile ne subsistera ou survivra au temps. Construisons à travers la difficulté, mais avec un dévouement pour servir notre pays, notre patrie, notre confédération. C'était là donc le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, et l'acteur de la société civile Abdoulaye Neto a été participant à ces assises nationales. Pour lui, c'est une bonne chose de pardonner, car sans le pardon, pas de développement. Suivez sa réaction. Il a parlé du pardon, parce qu'on dit qu'on est parti pour la réconciliation et la refondation en même temps. On ne peut pas refonder, on ne peut pas concilier tant qu'on ne se pardonne pas entre nous. Et ça, c'est clair, c'est net. Et on ne peut même pas avancer. On ne peut pas progresser, on ne peut pas développer sans le pardon. Et moi, je suis entièrement d'accord. J'étais parti aux assises, je me suis mis ça dans la tête. Et quand il a exprimé ça, quand il l'a dit, j'étais content de ça. Puisque je ne peux pas être là en maudissant ou en montant la haine contre quelqu'un qui est à côté de moi. Et dire qu'on doit travailler ensemble, qu'on doit ressortir ce pays-là pour le faire grandir. Non, il faut qu'on enlève toute cette haine-là. On dit de refonder, il faut qu'on ait un cœur net pour mieux faire.
Et ça, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle a dit. Est-ce à dire un étoqué certains dossiers brûlants ou d'autres choses vraiment seront pardonnées et que c'est une nouvelle page de l'histoire du Niger qui sera vraiment ouverte? Pardonner ne veut pas dire laisser ce qui a été détourné, non. Tanja a eu à le faire une fois quand il était président. Quand vous avez détourné, il dit de payer ce que vous avez détourné et de reprendre. Mais tous ceux qui ont eu à faire du mal à ce pays, en empêchant à ce pays de se développer, en volant les ressources du pays, je suis entièrement d'accord qu'ils remboursent. De la société, passons à présent à l'éducation où la Fédération nationale des personnes handicapées a organisé ce matin dans les locaux de l'école Sourabildi une campagne de sensibilisation des enseignants du primaire et du secondaire pour une meilleure prise en charge des élèves handicapés. C'est le financement du projet Agir pour un continuum, éducation, formation professionnelle et emploi inclusif au Niger. Cette campagne vise à édifier ses enseignants sur les droits des personnes handicapées, l'inclusion sociale et l'insertion socio-économique des enfants et des jeunes handicapés. Yahya Ousmane, président de la Fédération des personnes handicapées de la ville de Maradi, avec les détails. Comme nous sommes dans l'éducation inclusive, vous savez, donc il faut vraiment sensibiliser les enseignants et apprendre à gérer cette couche. Et pourquoi vous avez choisi les enseignants et les enseignantes du secondaire et du primaire? Nous voyons que maintenant, c'est les enseignants qui sont là pour enseigner ou bien pour éduquer les enfants. Donc parmi les enfants là, il y a des enfants handicapés. Et que vous n'êtes pas sans savoir que ces enfants-là, handicapés, quand ils ne sont pas vraiment pris en compte, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas une éducation inclusive. Comme maintenant nous parlons de l'éducation inclusive, c'est pour cela qu'on a choisi des enseignants. Comment est le résultat de la mise en œuvre de l'éducation inclusive ici à Maradi? Je sais que maintenant il y a beaucoup d'écoles qui prennent en charge ces enfants-là handicapés. On peut dire qu'il y a une avancée significative. Même si certains continuent vraiment à ne pas fréquenter l'école. Vraiment, ça donne à la mendicité. Quand il y a le droit de ces gens-là, il faut vraiment respecter ce droit-là. Parce qu'ils ont les mêmes droits que tout le monde. Il y a des problèmes que ces enfants handicapés rencontrent à l'école. Quel type de problème? Prise en charge. C'est pour cela qu'on est ici, pour la sensibilisation. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut prendre en charge les enfants handicapés. Donc il faut sensibiliser. Il y a aussi les matériels qui sont insuffisants. Aussi, quand on parle de l'accessibilité, donc aussi il y a les rampes d'accès qui ne sont pas... C'est pas dans toutes les écoles qu'il y a des rampes d'accès. Les tableaux adaptés, les tables adaptées, etc. Et aussi quand nous venons chez les enfants sourds, je peux dire qu'ils ont aussi beaucoup de problèmes. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour favoriser l'inclusion générale de ces enfants handicapés, notamment ces élèves? C'est d'abord de sensibiliser ces enseignants-là, la communauté entière, ses pairs, les élèves. On est en train de sensibiliser. Yahya Ousmane, président de la Fédération des personnes handicapées de la ville de Maradi. Pour Hassan Gwanda, directeur de l'école Sourabildi 3, sensibiliser les enseignants sur le respect des droits des élèves handicapés est bien, mais il faut aussi outiller ces enseignants. Sensibiliser l'enseignant pour une meilleure prise des enfants en situation de handicap, c'est vraiment une très bonne chose. Mais il y a beaucoup de problèmes que les enseignants font face chaque jour, quotidiennement dans leur classe pour la gestion de ces enfants en situation de handicap. Ils ne sont pas outillés, ils ne sont pas imprégnés des stratégies, même de méthodes d'approche pour prendre ces enfants-là en situation de handicap. Donc je suggère maintenant à l'endroit des responsables de PUHI vraiment pour une meilleure considération, une meilleure prise en charge vraiment des enseignants, de les outiller, de leur donner les rudiments susceptibles de leur permettre vraiment d'asseoir un enseignement inclusif dans leur classe respective. Formation pédagogique, par exemple, incluant ces élèves-là. Il faudrait vraiment qu'il y ait des formations à l'endroit de ces enseignants-là. Ils ne peuvent pas faire face à des barrières-là dont vous parlez tout à l'heure, là, tant qu'ils ne les connaissent pas. Donc, ils doivent être imprégnés.
12 heures passées de 11 minutes de l'éducation. Passons à présent avec la santé où le syndicat national des agents de santé de terrain Sinazat menace d'entamer une grève de 48 heures à partir de demain jusqu'au jeudi. Selon son secrétaire général Issa Soule Abdelkarim, cette action vise à exprimer le mécontentement des membres face au traitement indigne qu'ils subissent de la part du ministère de tutelle. Il souligne également que les agents accusent 2 mois d'arrêt de salaire, une situation qui les plonge dans des conditions difficiles. Et les joint au téléphone par moi. En réalité, il s'agit de plusieurs situations. Donc, la première, c'est nous avons demandé à rencontrer le ministère de la Santé par rapport aux différents points de revendication et à la plateforme revendicative et disons au protocole signé, en tout cas en 2022. Donc, par rapport à ça, le ministère de la Santé a gardé le silence. Nous avons demandé 2 ou 3 fois, je crois, et que c'est resté sans suite. Ensuite, il y a le non-paiement des pécules du mois de janvier et février 2025 qui est venu en tout cas aggraver ce climat de tension qu'il y a entre le ministère de la Santé et le Sénégal. Dans quelles conditions aujourd'hui vivent vos militants? En tout cas, c'est des conditions de vie précaires. Nous vivons 2 mois d'arrêt, 2 mois janvier et février, et que nous sommes dans un mois, le mois de Ramadan, un mois béni, et que les camarades n'arrivent pas à prendre ce qui leur revient à la fin de chaque mois. Donc c'est une situation en tout cas alarmante pour tous les agents de santé contractuels et qui préoccupe aussi beaucoup le Sinazat. Vous avez dit que vous allez observer une grève de 48 heures avec service minimum. Donc ce préavis de grève est de 48 heures avec service minimum. Donc nous pensons en tout cas interpeller l'État nigérien de bien vouloir s'asseoir avec nous et de discuter de ces problèmes. Et vous estimez que c'est le seul moyen pour vous de rentrer dans vos droits? Oui, à partir du moment où nous avons demandé de rencontrer notre ministère de tutelle, pendant 4 à 5 mois, le ministère est resté silencieux. C'est en tout cas le seul recours que nous avons pour le moment pour interpeller le ministère de la Santé. Ces derniers jours, la ville de Niamey fait face à une pénurie de d'essence qui suscite inquiétude et frustration parmi la population. Les stations-service affichent des files d'attente interminables et de nombreux automobilistes se retrouvent dans l'impossibilité de se procurer le carburant nécessaire pour leur déplacement quotidien. Abdoulaye Tanaw est habitant à Niamey. Effectivement, depuis quelques jours, on constate dans la ville de Niamey une tension dans l'approvisionnement en essence. Il s'agit essentiellement de l'essence super au niveau des stations-service. Donc cette tension-là crée une pénurie avec pour conséquence beaucoup de difficultés à s'approvisionner, de difficultés pour les usagers à s'approvisionner en essence. Donc ça a créé beaucoup de tensions au niveau de la mobilité urbaine. Pour s'approvisionner en essence, il faut souvent faire de longues queues devant certaines stations-service, puisque ce n'est pas toutes les stations-service même qui sont approvisionnées. Souvent, c'est un jour sur 3 qu'on trouve du carburant, de l'essence au niveau de certaines stations. Avec les nouvelles mesures des autorités, il n'y a pratiquement pas de vendeurs ambulants dans la ville de Niamey. Ça veut dire que l'activité est beaucoup impactée, que ce soit au niveau du transport urbain, au niveau des usagers. Nous ne finirons pas ce journal sans pour autant parler de Ramadan, qui est un mois de partage. Parmi les pratiques les plus significatives, la rupture collective du jeûne ou iftar qui s'impose comme un moment fort, notamment pour les jeunes. En partageant les repas, ces jeunes s'engagent dans une pratique qui renforce leur identité et leur communauté. Alkama Thomas Mambachir nous livre ce reportage. Pour Cheikh Abou Sali, prédicateur à Maradi, la rupture collective est une occasion de raffermir des liens sociaux. La rupture collective pendant le mois de Ramadan est un aspect qui particularise ce mois, le mois béni de Ramadan. Un de nos grands savants, en la personne de Abou Bakr Jabir al-Jazairi, il disait que dans son livre qu'il a intitulé La voix du musulman, l'aspect collectif du mois de Ramadan s'affirme parce que les musulmans s'unissent ou se rassemblent pour la rupture du jeûne. C'est un aspect très important qui permet de cultiver la fraternité, la solidarité entre les musulmans. C'est une pratique assez recommandée parce que
notre religion, à travers le Saint-Coran, nous appelle à vivre de cette manière, à s'entraider. Cela fait partie donc des textes prophétiques et également des textes coraniques qui nous invitent à la pratique de l'entraide sociale. Au-delà du simple repas, la rupture collective symbolise des valeurs profondes d'unité et de solidarité. Pour les jeunes, la rupture collective crée un lien fort entre amis. On se soutient pendant le jeûne et on célèbre ensemble les petites victoires de chaque jour. C'est ce que disent ces jeunes. Oui, effectivement, je suis ici pour rompre le jeûne. Ce que, en se rompant à la FADA, on se sent vraiment en famille et en ami aussi, puisque on se parle de tout, on peut se rigoler, voilà, un peu quoi. Et ensuite, on ne peut pas s'en passer de la prière. Quand on est dehors, donc de temps à autre, on voit les imams et les prières se font dehors aussi. Mais à la différence de la maison, ça peut se passer à l'inaperçu de la personne, quoi. C'est voilà l'intérêt de se rompre à la FADA. Et c'est pas parce qu'on ne se réjouit pas de se rompre à la maison, mais en étant un célibataire, vraiment, on se sent plus à l'aise dehors que à l'intérieur, quoi. Le fait de rompre les jeunes à la FADA me donne aussi beaucoup d'amour. C'est-à-dire, vous savez que dans ces mois bénis de Ramadan, on a dit, une fois que tu donnes quelque chose à quelqu'un, tout ce que tu vas faire de bien, Dieu va te multiplier ça. Et donc, quand je romps les gens à la maison, je ne sens pas du tout à l'aise, quoi. Mais je préfère venir ici à la FADA. Je me sens à l'aise. Abdurrahman est un jeune marié. Il n'a pas laissé ses amis rompre eux seuls. Il trouve dans ses visites à la FADA un moment de répit et de convivialité qui lui est cher. C'est une habitude pour lui de rompre son jeûne à la FADA. J'ai bien à la FADA rarement si c'est du Ramadan pour venir maintenant faire la rupture avec mes camarades. Donc on est ensemble, on vit toujours à la FADA et parfois même si le mois du Ramadan s'approche, donc on fait même une cotisation pour acheter de quoi pour des préparations ou bien la rupture pour tout le monde, quoi. Donc raison pour laquelle je suis toujours là avec mes amis et parfois même à la maison si on prépare des choses, donc je prends même ça avec mes tasses là pour venir à la FADA et manger ensemble. Et je fais ça pourquoi? Parce que tu vas voir à la FADA il y a des célibataires ou bien il y a quelqu'un qui ne peut pas vraiment gérer la situation de la rupture. On est là en train de s'entraider. La rupture collective du jeûne pendant le mois de Ramadan ne représente pas seulement un acte de foi, mais aussi une occasion pour les jeunes de se rassembler, de partager et de renforcer des liens qui les unissent. Que ce soit autour d'une table ou dans le cadre d'activités communautaires, ces moments de partage sont essentiels pour construire une société solidaire et unie. Pour bien préparer la rupture collective, certains jeunes s'organisent avant même l'arrivée du mois en créant une petite tontine qui leur servira à économiser et réduire les dépenses pour préparer l'iftar ensemble. Messieurs, dames, à pratiquement 12 heures passées de 20 minutes, c'est qui s'achève cette édition d'information de la mi-journée. À la réalisation, Al-Kamal de Maman Bachir, présentation Mustafa Menassara, au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'ont aidé à vous présenter ce journal. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de notre programme.